Bonjour à tous. Il y a pour l'instant 70 personnes qui sont en visio, qui nous entendent et nous voient pour cet atelier, donc s'installer en agriculture autrement. Donc avec Sixtine Priou et Mélanie Théodore du réseau CIVAM, avec Damien Roumet de Terre de Liens, et puis par téléphone Patrick Baron, Oui. de la SIAP Pays de la Loire. Voilà, bienvenue à tout le monde. Je vous propose simplement, comme entrée en matière de cet atelier, de savoir un peu qui vous êtes, et donc avec un petit sondage qui apparaît sur votre écran, que je vous invite à compléter pour savoir qui est derrière son écran aujourd'hui. Et donc, pendant que vous complétez le sondage, donc n'hésitez pas à utiliser le module de conversation qui est à votre droite. Voilà, bonjour, pour donner des informations à tous les participants ou pour poser des questions ou apporter vos contributions. Il y a également un module de questions-réponses qui permet également de poser des questions aux conférenciers. De préférence, donc le module converser ou chat pour que tout le monde puisse profiter de vos témoignages. Bon, on a pour l'instant donc les 2/3 des participants qui ont répondu. Comme on doit terminer l'atelier impérativement à 15h50, puisqu'ensuite donc il y aura retour en plénière avec Daniel Demoustier pour la clôture de cette journée, donc dont l'organisation a été bousculée, comme vous avez pu le voir. Je vous propose de partager tout de suite les résultats du sondage. Et donc, sur les 57 votants, on a donc 30% de porteurs de projets de création d'activités, 26% d'acteurs de l'accompagnement, 13% de collectivités locales élues ou services, 2% d'un agriculteur, un financeur. Et puis alors une catégorie autre, 35%, voilà, qui est assez important. Donc on a mal calibré les questions de qui êtes-vous. Donc n'hésitez pas à nous dire sur Converser qui vous êtes. Mais qui sont les autres? Ben oui, c'est effectivement la question. Donc n'hésitez pas dans le chat, si vous ne vous êtes reconnu dans aucune des rubriques, d'indiquer qui vous êtes. Bureau d'études, par exemple, donc vous ne reconnaissez pas en tant que structure d'accompagnement, bureau d'études de développement local. Ok. Étudiant, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu de rubrique étudiant. Bon, très rapidement, puisqu'on va voir une introduction thématique de l'atelier par Damien Roumet et par le CIVAM, l'idée de cet atelier, c'était de partir un peu du constat que depuis plusieurs années, il y a des nouvelles formes d'installation agricole, des formes un peu atypiques, que ce soit par rapport au profil des personnes, que ce soit par rapport au type d'activité développée, au type de production également prévue, et qui s'inscrivent parfois dans l'économie sociale et solidaire, qui se reconnaissent parfois de l'économie sociale et solidaire, mais qui en tout cas s'appuient souvent sur des outils développés par l'économie sociale et solidaire. Ces initiatives sont un acteur important des ruralités, mais sont parfois mal connues des acteurs de l'ESS non agricoles. Et donc, l'objectif de cet atelier, c'était aussi d'abord de favoriser un peu l'interconnaissance
au travers de deux éclairages, hein, donc celui apporté par le CIVAM, qui est un réseau historique, hein, d'intervention donc pour des campagnes vivantes, comme vous le présentez, puisque c'est un réseau qui a une 60aine d'années et qui aujourd'hui est réparti sur quasi l'ensemble du territoire avec 130 associations locales. Donc éclairage apporté par le CIVAM, et puis un éclairage sur les cadres juridiques qui ont été créés pour accompagner ces installations, avec donc notamment l'éclairage de Terre de Liens sur les questions d'accès au foncier et l'éclairage de la SIAP, coopérative d'installation pour la culture paysanne, si je ne fais pas de bêtises, en Pays de la Loire, avec Patrick Baron. Je voudrais excuser Ahmed Bounasseur, qui est juriste, enfin avocate spécialisée en droit rural et en droit de l'économie sociale et solidaire, qui a un imprévu de dernière minute empêché de nous rejoindre, mais qui a joué un rôle très important dans la préparation de cet atelier qui devait intervenir. Voilà, on pense bien à elle. Juste avant l'introduction, on avait prévu de vous, comment dire, d'avoir une petite débat mouvant, enfin voilà, un débat mouvant qu'on ne va pas pouvoir organiser forcément en présentiel, mais qu'on vous invite à compléter les quelques affirmations qui vous sont présentées, donc, et de dire si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, ou pas du tout d'accord avec ces affirmations. Alors, la première affirmation, c'est très difficile de s'installer en agriculture si on n'est pas enfant d'agriculteur. Donc, je vous invite à réagir assez vite, hein, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Donc, première question, c'est très difficile de s'installer en agriculture si on n'est pas enfant d'agriculteur. Deuxième question, il faut posséder du foncier pour se lancer dans une activité agricole. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord? Troisième question, il n'y a pas vraiment de lien entre agriculture et économie sociale et solidaire. Et puis, dernière question, quand on s'installe en agriculture, c'est pour la vie. Voilà, donc en attendant que une majorité d'entre vous se prononce, je laisserai donc la parole à Damien Roumet et à Sixtine ou Mélanie pour nous présenter un peu le panorama de ce qu'on appelle, enfin, ces nouveaux profils un peu, ces nouvelles attentes, ces nouveaux besoins dans quelques instants. Alors, vous avez été 60 à répondre, 70% de réponses. Donc, je vous propose de partager les résultats de ce sondage. Damien et Sixtine et Mélanie, je vous laisse la parole là. Ouais, très bien, super. Merci Anne-Laure pour cette introduction. Et puis, c'est quelques sondages qui permettent tout de même d'avoir un peu d'animation et de savoir qui est autour du web, de la toile. Merci aussi de nous avoir invités pour cet atelier. Du coup, donc, je me présente rapidement. Je suis Damien Roumet, je travaille à Terre de Liens, à la Fédération nationale depuis 5 ans maintenant, sur les questions de ressources et puis également d'accompagnement des territoires et des collectivités. Alors du coup, en effet, j'ai la charge de faire un petit propos introductif qui va un petit peu dans la suite justement de ces quelques sondages et qui permettra de mettre en cohérence, on va dire, l'ensemble des interventions qui sont prévues dans la suite de notre atelier, tout en tentant de garder un maximum d'échanges avec vous, même si ce n'est pas les meilleures conditions, c'est souvent ce qui est le plus efficient et ce qui permet de répondre aux attentes des participants. Du coup, en effet, comme tu disais, Anne-Laure, nouvelles attentes, nouveaux profils, nouveaux types d'installations. Et puis, en préparant tout ça avec les collègues qui interviennent tout à l'heure, on se disait que certes, il y a du nouveau, mais pas tant. En tout cas, il y a aussi plein de choses qui sont existantes depuis beaucoup de temps et c'est aussi des manières d'accompagner, parce qu'on est aussi dans une des types d'ateliers sur les dispositifs et l'ingénierie. Donc, il y a aussi des manières et des propositions d'accompagnement qui finalement répondent aux enjeux et aux besoins de ces nouveaux types d'installations.
Et puis, on se disait aussi qu'on dit souvent que ce sont des nouvelles installations et finalement, cela correspond aussi à des nouvelles attentes sociales, voire sociétales, d'une manière générale, qui finalement se retraduisent et s'ancrent dans les enjeux agricoles, qui peut être de manière plus conséquente peut-être parce qu'on est, on est sur un secteur peu évident, mais qui finalement recouvre également d'autres éléments que vous pouvez voir à d'autres endroits. C'est assez simple de le dire, mais le fait de manger sain, durable, le fait d'être en lien avec des producteurs, le fait aussi de s'impliquer, on le voit avec l'avènement des AMAP, entre guillemets, mais aussi des circuits courts d'une manière générale, ou plus récemment des politiques alimentaires territoriales. Finalement, l'ensemble de ces enjeux-là et de ces dynamiques qui existent dans la société, qui sont transversales, ben, on les retrouve aussi dans les nouvelles installations, les nouveaux types d'installations, qui sont de différents ordres qu'on pourrait regarder de différentes manières. On peut dire déjà que ce sont souvent, pour beaucoup, des nouveaux types de profils. Alors, il y a un élément assez révélateur. Quand on parle de nouveaux types de profils dans le secteur agricole, on les définit en négatif. On dit qu'ils sont hors cadre familial ou non issus du milieu agricole. Donc, on voit bien qu'on regarde le creux finalement et pas forcément le positif de ces volontés d'installation de personnes qui ne sont pas nécessairement issus du milieu agricole ou qui s'installent et qui reprennent la ferme familiale de génération en génération. On peut aussi identifier que beaucoup de ces personnes, nouveaux profils, nouveaux types de personnes qui souhaitent s'installer, sont pour beaucoup en reconversion professionnelle, donc ont eu d'autres passés professionnels, arrivent souhaitent en tout cas développer leur activité agricole un peu plus tard que la moyenne. On peut aussi remarquer qu'il y a en moyenne, en grande moyenne, plus de femmes. En tout cas, au-delà de ces quelques éléments-là et données, on peut identifier que tous ces caractères, finalement, orientent ou donnent une couleur un peu particulière à ces formes d'installation qui sont avec des valeurs fortes, des éthiques, des envies, un projet de vie et un projet également politique, un projet social, on va dire, qui va au-delà de la seule activité professionnelle. Dans le même genre, on peut se retrouver avec des nouvelles attentes par rapport au métier. Si on n'est plus paysan de père en fils, on est aussi plus nécessairement paysan sur l'ensemble de sa carrière professionnelle. Donc, ce sont là aussi des éléments qu'on peut retrouver dans plein d'autres secteurs, dans plein d'autres activités économiques, mais qui sont peut-être un peu plus particulières dans le monde agricole où cela demande nécessairement beaucoup de temps pour pouvoir lancer son système, pour pouvoir le mettre en place. Et cela implique du coup des éléments assez nouveaux, novateurs pour aussi les personnes qui accompagnent ou qui accueillent ces différentes nouvelles activités. Donc ces nouvelles attentes, on pourrait en citer quelques-unes, mais par exemple, c'est le fait de pouvoir prendre ses week-ends ou quelques vacances dans l'année. Quelques vacances, ce n'est pas forcément un mois, hein, mais ça peut être quelques semaines, c'est déjà énorme par rapport aux générations précédentes. C'est aussi le fait de pouvoir avoir un peu de temps libre dans la même idée, ou de pouvoir être en collectif, ou de pouvoir en tout cas ne plus être seul à la manœuvre et de pouvoir partager aussi l'ensemble des contraintes, des envies et des projets pour pouvoir aussi d'ailleurs créer des nouvelles activités et pas nécessairement que de l'agricole avec de l'accueil social par exemple et plein d'autres. Mélanie nous en touchera deux mots tout à l'heure. Voilà, en tout cas, l'ensemble de ces éléments-là, cela implique des nouveaux dispositifs potentiellement à proposer. Donc pour Terre de Liens, c'est notamment sur la question foncière avec l'accès à la terre que l'on a pu développer différentes ressources et différents dispositifs que l'on trouvera par la suite. Et sinon, ce sont aussi différents enjeux qui peuvent être proposés, notamment autour de la diversification, de l'accompagnement et aussi de la compilation finalement de différents dispositifs, comme nous présentera tout à l'heure la SIAP avec les différentes modalités d'accompagnement qui sont compilées dans la SIAP Pays de la Loire et dans d'autres coopératives d'installation pour une agriculture biologique, paysanne, pardon, excusez-moi. Voilà en gros pour ces quelques éléments introductifs. Plein de nouveaux enjeux et pourtant plein
plein de supports et de dispositifs et de pratiques qui existent et qui ne demandent qu'à être démultipliés. Et donc, du coup, je laisse la parole à Mélanie qui va nous donner quelques éléments un peu plus particulièrement sur les enjeux de multi-activité, de pluriactivité et non plus seulement d'une seule et unique activité agricole. Oui, très bien. Merci Damien. J'espère que vous m'entendez bien. Alors du coup, je note l'heure. Je me présente aussi, Mélanie Théodore. Je suis animatrice au réseau CIBAM depuis 6 ans et je travaille sur les questions d'accueil social à la ferme et d'accès à l'alimentation pour tous. Voilà, donc du coup, là pour aujourd'hui, je vous propose un petit focus sur les activités de diversification. Parce que comme Damien l'a montré, les profils d'installation qu'on rencontre évoluent et on voit notamment beaucoup d'hybridation entre des activités de production agricole et d'autres activités, transformation, vente, services, artisanat. Les combinaisons sont vraiment nombreuses. Et c'est ce qu'on va essayer d'éclaircir un petit peu. Alors, je vous propose pour commencer un point de vocabulaire pour distinguer déjà diversification, pluriactivité, multifonctionnalité, enfin voilà, des termes qu'on entend régulièrement. Alors la diversification en agriculture peut avoir plusieurs significations, on peut en avoir deux. La première, c'est le fait d'introduire une nouvelle culture. Par exemple, vous faites des patates et vous mettez à faire des pois, ou une nouvelle technique, un nouveau mode de culture. Par exemple, adopter des techniques plus agroécologiques. Donc ça, c'est un de ses premiers sens. Et dans le cadre de cet atelier, donc on s'intéresse surtout à la deuxième acception du terme, où la diversification, c'est le fait d'introduire de nouvelles activités sur la ferme. Certains parlent aussi d'activités para-agricoles. Personnellement, je trouve le terme assez laid et il donne l'impression que c'est satellitaire, alors que bien souvent, ça n'est pas du tout. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, c'est par exemple, sur votre lieu, vous faites du maraîchage, vous vendez à la ferme, vous avez une chambre d'hôte, vous accueillez des scolaires pour faire des visites de ferme. C'est un peu tout cet ensemble-là. Donc, on pourrait dire que la diversification, elle est attachée à la ferme, elle est attachée à l'exploitation. La pluriactivité, elle, se pense plutôt au niveau de la personne, au niveau du travailleur. C'est le fait de cumuler des emplois. Par exemple, vous êtes votre exploitation et vous êtes, par exemple, vous enseignez à Cartan dans un lycée agricole. Voilà, c'est le fait de cumuler des emplois avec des statuts, des emplois qui sont, des activités qui sont juridiquement distinctes. Et la multifonctionnalité, je passe rapidement, mais la multifonctionnalité se pense à l'échelle de l'ensemble de l'agriculture. C'est un concept qui permet d'interroger le rôle que joue l'activité agricole dans un environnement économique, écologique, social. C'est les externalités positives et négatives que produit l'activité agricole et qui ne sont pas sans lien évidemment avec les choix de production. Le lien est à faire avec ce que Damien disait à l'instant sur les nouvelles attentes de la société vis-à-vis de l'agriculture. Voilà, donc après cette clarification rapide, pour revenir sur la diversification, d'après le recensement agricole de 2010, 12% des exploitations pratiquent une activité para-agricole. Donc le recensement, alors c'est un chiffre qui est un peu vieux maintenant, le recensement est décennal, donc on devrait avoir peut-être l'année prochaine les chiffres pour 2020. Je serais étonnée que ce chiffre n'ait pas augmenté, mais voilà, ça permettra peut-être aussi, c'était le petit clin d'œil de Damien au début, de voir si, quand on dit que c'est des nouvelles activités, c'est autant en évolution qu'on le pense, ou voilà, c'est des choses qui sont déjà un petit peu, qui ont déjà un petit peu trouvé leur place. Alors, du côté des CIVAM, on a entrepris il y a 5 ans d'approfondir un peu plus, d'étudier de plus près les projets diversifiés. En particulier, on s'est concentré sur les projets qui concernent des activités de services. C'était une petite recherche-action agriculture et services. Et on a listé un peu les caractéristiques communes à ces projets. Voilà, rapidement, donc ils mobilisent les ressources de la ferme.
et souvent aussi les ressources attachées à l'agriculteur. Par exemple, des compétences acquises lors d'un précédent parcours professionnel, un précédent emploi. Damien y faisait référence aussi. Ils représentent souvent une part importante du revenu de l'exploitation. Les activités de diversification peuvent représenter une part assez conséquente du revenu. Et ils offrent des services, ils sont facteurs de lien social, ils ont un certain nombre d'intérêts pour la ferme, pour le lieu, pour les personnes qui y passent, et plus globalement pour les territoires qui s'y intéressent de plus en plus du coup. Voilà, alors il y aurait peut-être beaucoup d'autres choses à détailler. Je vous propose plutôt de continuer avec une illustration. Je voulais vous parler du coup des activités d'accueil social à la ferme, parce que c'est sans doute ce que je connais le mieux et c'est une bonne illustration d'une activité de diversification. C'est une activité que les réseaux CIVAM, enfin que le réseau CIVAM et le réseau Accueil Paysan accompagnent depuis presque 20 ans, même si elle préexistait évidemment aussi avant. Ce qu'on appelle accueil social, nous, c'est le fait de recevoir sur la ferme des publics qui rencontrent le besoin de faire une coupure avec leur environnement actuel. C'est des publics qui nous sont envoyés pour la plupart par des institutions sociales. Donc ça peut être des jeunes de l'ASE ou de la PJJ, ça peut être donc ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, ça peut être des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, ça peut être des personnes qui rencontrent des situations de précarité, des mineurs ou des adultes en situation de handicap, des personnes âgées en alternative à la maison de retraite. Voilà, les exemples sont nombreux. L'accueil, c'est avant tout un temps de rencontre. Je vous présente rapidement les activités d'accueil. C'est avant tout un temps de rencontre et d'accompagnement qui peut prendre différentes formes. Un accueillant, par exemple, va recevoir un groupe de 3 personnes, de 3 enfants autistes, par exemple, avec leur accompagnateur pendant 2 heures toutes les semaines pour découvrir la ferme. Ça peut être une forme d'accueil. Un autre accueillant va recevoir pendant 10 jours un jeune de la PJJ. C'est un séjour de rupture pour sortir du cadre habituel. Et d'autres encore, d'autres agriculteurs vont réaliser des séjours plus longs. Ça peut être, par exemple, de recevoir une personne âgée à l'année en tant que famille d'accueil, du coup, ou alors de recevoir une personne âgée sur un temps plus court en tant que relais de famille d'accueil. Voilà, tout ça, c'est des exemples de types d'accueil qui peuvent être pratiqués. Alors, ces accueils, c'est des accueils qui sont rémunérés. Pour nous, ils se conçoivent en complémentarité de l'accompagnement des structures sociales. Ils permettent, pour les publics qui viennent, de découvrir la ferme. Ils permettent de découvrir un autre rythme, de sortir du collectif où parfois ça explose, de souffler, de se ressourcer, etc. C'est des activités de diversification donc, qui viennent soutenir l'économie rurale. On y voit effectivement un intérêt économique, mais c'est aussi et surtout pour nous un levier de transformation sociale. C'est des manières de vivre ensemble, de penser le monde dans lequel nous vivons, de penser les choix sur la ferme. C'est tout cet ensemble-là. Donc pour nous, l'agriculture, en un sens, elle est toujours sociale. Voilà, c'est un portrait rapide de l'accueil. Alors aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de personnes qui font le cheminement inverse, qui viennent du travail social et qui ont envie d'imaginer une autre manière d'exercer leur métier, donc qui ont envie de trouver un lieu, de développer une activité agricole, d'avoir des animaux, enfin voilà, d'avoir un support, d'avoir la ferme comme support pour continuer à accueillir, à réaliser leur métier différemment, à s'offrir des meilleures conditions de travail et des meilleures conditions d'accueil. C'est des demandes qu'on reçoit de plus en plus souvent et qui bien évidemment nous obligent à nous re-questionner sur ce qu'on fait, sur l'articulation avec le travail social.
on ne peut pas évidemment renforcer le désengagement de l'État ou court-circuiter le travail des structures sociales. Donc, c'est des activités qui sont, comme les activités agricoles, qui sont en mouvement et qui nécessitent un dialogue permanent entre tous les acteurs qui, du coup, sont dans ces différents mondes. Voilà, c'est peut-être un peu rapide sur la présentation de l'accueil, mais bon, après, c'est un exemple. Si jamais il y a des questions, il y a pas mal d'infos sur notre site et puis il y a tout un tas de docs qui existent. Pour conclure, je dirais qu'avec l'exemple de l'accueil social, on voit la globalité en fait des projets d'installation diversifiés et on voit les nombreuses questions qui posent. Comment me former, qui pour m'accompagner, comment trouver un lieu, quel statut. Mon activité entre dans trop de cases ou elle rentre dans aucune. Du coup, quel statut pour m'installer. Voilà. Je pense que j'ai un peu ouvert les questions et c'est des choses qui vont être abordées du coup dans les prochains ateliers. Merci beaucoup Mélanie pour cette présentation et cette intervention. Il y a une question peut-être avant de laisser la parole à Sixtine de Emmaüs. Est-ce qu'au sein du réseau CIVAM, vous travaillez avec des structures d'insertion par l'activité économique? Et puis une question sur les ressources que vous pourriez avoir pour accompagner ces acteurs de l'action sociale qui souhaitent développer des activités agricoles. Alors, pour répondre rapidement, on travaille assez peu avec des acteurs de l'insertion par l'activité économique. On ne conçoit pas les accueils comme une mise au travail des personnes accueillies. Ça ne se substitue pas à un stage de découverte du monde agricole ou à ce que peuvent faire certaines structures d'insertion. Même s'il y a évidemment des ponts et que ça peut être l'occasion de découverte et de tremplin vers les métiers agricoles ou alimentaires autour. Et après, oui, on accompagne, j'ai envie de dire, les acteurs de l'action sociale qui souhaitent développer des activités agricoles. Alors, on a surtout des sollicitations individuelles, en fait, pas de structures et de personnes qui veulent aller sur ces projets-là. J'ai envie de dire, on les accompagne comme n'importe qui. Avec les questionnements politiques que ça nous offre aussi globalement sur le secteur social, sur ce qu'on pratique comme activité. Et je pense que là, le lien il est à faire plutôt avec l'intervention de Sixtine, si c'est le volet agricole du coup qui manque pour s'installer. Voilà, il y a tous les acteurs de l'installation agricole qui tendent les bras pour n'importe qui, quelles que soient les activités développées précédemment. Ok, merci. Effectivement, on va laisser la parole à Sixtine sur la présentation des acteurs de l'accompagnement. Alors, sur les ressources, vous avez un lien dans le chat sur un article qui a été fait à partir des ressources à disposition par les différents intervenants. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller consulter ces ressources. Il y a beaucoup de guides, de publications, d'études qui ont été réalisées, donc notamment par le réseau CIVAM. Sixtine, sur les questions d'accompagnement. Bonjour à tous, du coup, je suis Sixtine, coordinatrice au réseau CIVAM sur les questions de création, transmission d'activités agri-rurales. Du coup, l'idée de mon intervention, c'est de faire un focus justement sur les questions d'accompagnement à l'installation qui sont adaptées à ces nouvelles formes d'installation agricole dont Damien et Mélanie ont bien commencé à parler justement. Et l'approche spécifique qu'on peut retrouver dans nos réseaux associatifs, comme donc je vais parler essentiellement des ADR et des CIVAM, et puis plus largement du réseau Impact. En fait, le renouvellement des générations des créateurs d'activités agri-rurales représente un enjeu majeur, certes pour notre alimentation,
mais aussi pour le dynamisme et la vie du milieu rural, parce que juste pour avoir un peu des chiffres, on a à peu près 16 000 installations par an pour 25 000 départs en retraite. Et d'ici 10 ans, on va avoir à peu près la moitié des agriculteurs actuels qui vont partir à la retraite. Donc, il y a quand même un fort enjeu au renouvellement des générations en agriculture et au-delà. Et en fait, au-delà des acteurs classiques de l'accompagnement à l'installation agricole, tels que les chambres d'agriculture, on a du coup les CIVAM, les ADR, donc les associations pour le développement de l'emploi agricole et rural, et plus largement, souvent en partenariat avec des structures associatives qui sont toutes membres du réseau Impact, donc Initiative pour une agriculture citoyenne et territoriale. J'ai mis les liens dans les ressources pour la table ronde. Donc, toutes ces structures défendent un peu un autre développement agricole et rural pour essayer de maintenir et créer des activités durables et nombreuses qui vont du coup répondre aux attentes sociétales dont a parlé Damien tout à l'heure. Et en fait, dans leurs accompagnements à la création d'activités rurales, en fait, on va avoir une approche assez spécifique, surtout de mise en réseau avec des paysans, faire le lien avec les artisans, les citoyens, les élus, les associations du territoire. Et l'idée étant vraiment de favoriser un vivre ensemble et une durabilité de ces activités pour avoir justement des campagnes vivantes et solidaires, comme disait Anne-Laure tout à l'heure. Donc, comme on l'a dit, le profil des porteurs de projets a changé. Et parce que devenir agriculteur, en fait, c'est un projet professionnel, mais aussi et surtout devenu un projet de vie, avec du coup toute cette dimension éthique sociale conséquente. Et ben, le réseau Impact, il propose un dispositif d'accompagnement personnalisé avec une approche qui va dépendre d'une articulation et d'une adéquation entre justement ce projet de vie, le projet professionnel de la personne ou du collectif qui est accompagné et aussi du projet de territoire. En fait, la seule prise en compte du projet professionnel et économique qu'on va retrouver justement dans les approches classiques des structures conventionnelles de l'accompagnement agricole, elle ne suffit pas pour accompagner les porteurs de projets qui nous contactent aujourd'hui. Il y a vraiment une nécessaire prise en compte des 3 éléments que j'ai cités, donc l'adéquation entre projet de vie, projet professionnel et projet de territoire, qui nous permet d'aborder le contenu du projet dans une dynamique vraiment d'économie sociale et solidaire, avec des questionnements autour de deux grandes dimensions. Donc, tout ce qui va être adéquation entre la personne et son projet, ses motivations, c'est quoi le territoire pour elle, quelles sont ses compétences, celles à acquérir, quelle place dans l'entreprise, quels besoins financiers, etc. Et puis, les dimensions du projet lui-même, donc ces dimensions éthiques, territoriales, économiques, pédagogiques, productives, la gouvernance, etc. Voilà, en fait, ce type d'accompagnement, du coup, nécessite des méthodes et des outils qui un peu spécifiques que nos réseaux ont développés et également une posture donc, des accompagnateurs. Donc, on parle d'accompagnateurs et pas de conseillers. Et on est, en tant qu'accompagnateur, on est plus un peu des courroies de transmission. L'idée, c'est vraiment de faire du lien entre un réseau de paysans, un réseau de citoyens et des porteurs de projets sur des projets agri-ruraux. Voilà. Donc, okay, merci. Pardon, vas-y, excuse-moi, Donc, pardon, j'ai pas terminé. Il me reste 2 minutes, je pense. Donc, on va s'intéresser surtout à la personne et à son projet, et on va mettre en place des dispositifs assez variés, type accueil individuel ou collectif avec accompagnement à la structuration du projet. On va mettre en place des formations avec ce qu'on appelle par exemple une formation assez phare dans nos réseaux qui s'appelle l'idée au projet, qui permet vraiment d'asseoir son idée de projet sur le plan humain, technique, économique, territorial. On va faire tout ce qui est accompagnement technique avec des formations autour des statuts juridiques, l'accès au foncier, etc., des stages de découverte, faire soi-même. Donc, je pense que le témoignage de la SIAP tout à l'heure amènera des choses aussi sur l'approche avec d'autres, par la SIAP. On a aussi tout ce qui est la possibilité de se tester avec la mise en place d'espaces tests agricoles. Donc, c'est des couveuses d'activités agricoles. Donc là, je vous invite à aller voir pareil le site des espaces tests du réseau national
Reneta, dont j'ai mis le lien, vous verrez. On va mettre en place aussi des réseaux de paysans qui font du tutorat, c'est-à-dire qu'ils parrainent des jeunes installés et ils les accompagnent tout du long. L'idée étant vraiment d'avoir un peu de l'échange entre pairs. Et puis, on va créer des temps d'échange et de débat entre les porteurs de projets, les paysans et les acteurs de territoire, comme ce qu'on appelle dans notre jargon les cafés installation transmission. L'idée, c'est vraiment que les porteurs de projets puissent se faire un réseau qui connaissent mieux leur territoire et leurs acteurs et surtout qui mûrissent leurs projets à travers différents échanges. Voilà, grosso modo, pour cette partie un peu la spécificité de nos accompagnements à la création d'activités. Et du coup, je vais laisser la parole à Damien, sauf s'il y a des questions et je ne vois pas. Non. Damien, sur le foncier. Parfait. Merci beaucoup. Damien, alors je suis désolée, je rappelle juste les horaires, il faut qu'on termine à 55, dernier délai. Damien, à toi pour Terre de Liens, qui est devenu un acteur majeur des questions d'installation en milieu agricole. Et avec tout de suite une question pour toi. J'ai vu qu'il y a une question qui est très précise. Du coup, je vais peut-être d'abord faire le général et puis en effet vous amener aussi, vous inviter à aller voir dans les ressources qu'on a mis dans la page qu'a partagée Anne-Laure tout à l'heure. Et si je n'ai pas le temps de répondre à la question de nos chers collègues d'Emmaüs, je les prendrai pour plus tard. Du coup, pour laisser un peu de temps quand même à Patrick, je vais tenter de faire court. Donc Terre de Liens, en effet, on existe depuis un peu plus de 15 ans pour préserver et partager la terre agricole et on a développé différents outils pour faciliter l'accès à la terre. Si on reprend les quelques spécificités, notamment des nouveaux profils qu'on a identifiés tout à l'heure, on sait aujourd'hui qu'il y a en gros, et c'est un chiffre à la louche et ça prouve d'ailleurs que c'est un angle mort un peu des politiques publiques, ces nouveaux types d'installations, que les hors-cadres familiaux représentent un tiers des installations aidées aujourd'hui. Et donc, c'est d'autant plus difficile de trouver du foncier pour ces nouveaux publics, nouveaux profils, qu'on pourrait même qualifier de hors cadre territorial, d'une certaine manière. La terre, c'est une ressource rare, précieuse, qui s'enchérit aussi au fur et à mesure et qui est essentielle dans les systèmes agricoles, cela va sans dire, d'autant plus lorsque l'on a une politique agricole commune qui définit ses aides d'abord à la surface agricole et non sur le nombre d'emplois ou le type d'agriculture qui est déployé. Donc déjà avoir l'information de quelles sont les terres qui sont disponibles, c'est déjà un premier pas énorme et une grosse difficulté pour ces nouvelles personnes. Et puis au-delà de ça, il y en a d'autres forcément aussi, notamment en termes financiers, pour réussir à pouvoir avoir suffisamment de fonds et puis débloquer des prêts bancaires si nécessaire pour pouvoir acquérir ces terres ou en tout cas réussir à les exploiter par la suite. Du coup, Terre de Liens a développé pour répondre à ces enjeux différentes structures, outils, manières de faire et notamment les deux structures propriétaires au sein du mouvement Terre de Liens qui sont une foncière et une fondation. Donc, on est bien dans l'économie sociale et l'économie solidaire. Foncière qui est reconnue entreprise solidaire d'utilité sociale, qui est une société en commandite par action qui collecte de l'épargne de citoyens, donc on est dans la finance solidaire, pour ensuite acquérir des fermes et les mettre à disposition de paysans et de paysannes qui souhaitent en prendre soin pour nourrir les territoires, nourrir les hommes, tout en prenant soin des terres, notamment par l'engagement via un bail rural un petit peu spécifique qui s'appelle à clause environnementale. Donc on ajoute plusieurs clauses particulières et c'est du coup un engagement conjoint entre le fermier, les fermières et Terre de Liens en tant que propriétaire. Une autre du coup, structure propriétaire de Terre de Liens qui est la fondation, reconnue elle d'utilité publique, qui est la dernière née, on va dire, dans l'écosystème de Terre de Liens, qui a la même vocation, on peut dire, mais qui, elle, peut également collecter des dons et être aussi récipiendaire de subventions d'investissement, notamment d'organismes publics, ce qui est super intéressant pour faire des coacquisitions publiques-privées et avoir une assiette de levée de fonds la plus diverse possible, en mobilisant à la fois des deniers publics, mais aussi l'épargne citoyenne ou l'engagement d'entreprises du territoire pour des projets qui soient vraiment coportés à l'échelle d'un territoire. Donc ça, ce sont rapidement l'essentiel
des intérêts de ces deux structures propriétaires construites par Terre de Liens, qui du coup représente aujourd'hui plus de 230 fermes à l'échelle de la France. Mais au-delà de ça, il y a aussi plein d'autres possibilités pour déverrouiller, on va dire, cette problématique foncière, que ce soit par l'engagement de collectivités territoriales, ou également par des logiques plus citoyennes, on va dire, avec des sociétés civiles immobilières, mutuelles, solidaires, des groupements fonciers agricoles, mutuels et solidaires également, qui permettent un portage citoyen de la terre pour un projet commun mobilisant des paysans et des citoyens du territoire. Voilà, du coup, il y a plein de possibilités. Et pour ça, je vous invite à aller voir l'ensemble des ressources que l'on a mis tout en bas de la page que nous a partagé Anne-Laure. Et je vous propose de m'arrêter là pour laisser un peu de temps quand même à Patrick. Merci beaucoup. Merci Damien. Alors Patrick, donc tu es dans la Sarthe, mais tu as pu quand même te connecter par téléphone. Est-ce que normalement on t'entend très bien? On t'entend très bien, parfait. Bonjour à tous. Je suis dans une situation un peu précaire. Il me reste combien de temps? 10 minutes. Allô? Oui. Pardon? 8-10 minutes comme prévu. 8 à 10 minutes d'accord. comme prévu. Bon, très bien. Donc la SIAP, elle est démarrée en Loire-Atlantique. Et si elle est démarrée en Loire-Atlantique, c'est pas un hasard. Sur un plan historique, nous avons été la structure syndicale Confédération paysanne majoritaire de nombreuses années à la Chambre d'agriculture, et la problématique de l'installation a été quelque chose de permanent chez nous. Moi, je suis en retraite depuis 4 ans, mais pour les générations qui nous ont précédés aussi. Et il faut quand même savoir que l'agriculture, la problématique du renouvellement des générations n'est pas nouveau, puisque nous avons des plans de restructuration égaux à ceux qu'on peut connaître en ce moment depuis la mise en place de la politique agricole commune, donc depuis les années 1960. Il a été fait allusion au renouvellement des générations liées au départ en retraite. Moi, je vais noircir un peu le tableau. C'est que aujourd'hui, effectivement, comme dans toutes les professions, il y a des départs anticipés de l'activité agricole liés souvent à des difficultés financières, mais aussi tout d'un coup à l'envie de faire autre chose et de ne pas rester toute sa vie agriculteur. Et je prends pour un département comme le nôtre, mais je pense qu'on peut l'étendre à l'ensemble des départements de la France, c'est que ces départs anticipés, en fait, correspondent à peu près au niveau d'installation qu'il y a dans chaque département. Et nous, en Loire-Atlantique, 110, 120 installations par an, 100, 110 départs anticipés. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut affirmer qu'en masse, les installations couvrent à peine les départs anticipés, mais tous les départs en retraite sont pertes sèches pour l'agriculture. Parce que on essaye de dire c'est 1 pour 2, 1 pour 3. Je crois qu'il faut être bien, regarder les choses bien en face. Donc ça, c'est la situation. Et du coup, ça fait très très longtemps qu'on s'est préoccupé du renouvellement des générations. Et voilà longtemps, 20 ans, 30 ans, qu'on avait compris que de laisser le renouvellement des générations simplement aux mains de la profession était un handicap. Et nous, dans Loire-Atlantique, on avait créé, quand on était majoritaire à la Chambre d'agriculture, des commissions cantonales de transmission et installation, où à l'époque, on n'avait pas été des visionnaires à long terme, mais déjà, on avait introduit la présence des élus des communes, parce que ils avaient une autre façon d'aborder le renouvellement des générations. Il était souvent des facilitateurs parce que le monde paysan a ses codes, a ses particularités. On vient de parler du foncier. Souvent, les choses, elles se font en catimini et elles sont préparées longtemps à l'avance. Et donc, il y a besoin de faire circuler l'information et d'avoir des gens extérieurs à peser sur les décisions d'attribution et d'affectation du foncier. Et donc, c'est à partir de ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un outil qui donne les codes de l'agriculture aux gens
Alors effectivement, il était fait allusion au fait que la terminologie était plutôt négative. Et donc, on a tourné autour de ça et nous, on a dit qu'il fallait donner les codes aux gens qui venaient vers la profession parce que c'était des créateurs d'activités, voilà, créateurs d'activités. Et donc, dans le même temps, ayant perdu après les élections chambre d'agriculture, on a eu le temps on s'est retourné vers l'économie sociale et solidaire. Et là, on a découvert d'une manière un peu plus approfondie les coopératives d'activité et d'emploi généralistes. Et on s'est dit que là, il y avait quelque chose et qu'il fallait qu'on l'adapte à l'agriculture. Et de fil en aiguille, après énormément de réflexions, et il y avait besoin de faire bouger les lignes du monde agricole parce que pour pouvoir créer une coopérative d'activité et d'emploi agricole, il fallait lever le problème du fermage, lever le problème des aides à l'installation, lever local, l'accès au prêt, au financement. Enfin, il y avait beaucoup de choses à lever. On l'a fait sur 2 ou 3 ans pour arriver à notre coopérative d'installation d'agriculture paysanne. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est que tous les paysans qui vous ont rencontré, je parle pour les porteurs de projets, ils vont tous vous répondre qu'ils sont pour l'installation. Il n'y a pas un paysan qui va dire « je suis contre l'installation ». Sauf que beaucoup d'entre eux se disent « ouais, là, il y a 10 hectares qui se libèrent, mais écoute, tu vois bien, quoi. Moi, j'en ai besoin. Mon exploitation est un peu contrainte et puis j'ai le matériel pour le faire. Mais je pense qu'à 5-10 km là-bas, tu vas trouver quelque chose. » Et donc, on renvoie les gens et en fait, ils sont quand même mal accueillis sur le territoire. Et la seule catégorie de paysans qui les accueille sur les territoires, c'est les gens qui sont dans nos réseaux. Dans nos réseaux, je pense au GAB, je pense au CIVAM, je pense à Terre de Liens, je pense à la Confédération paysanne et aux Arts des Arts. Et ça, c'est la force de notre SIAM. Alors après, les outils que l'on propose, effectivement, ça a été cité, il y a l'idée au projet, il y a le stage paysan créatif, il y a les espaces tests, on a tous ces outils-là, on les met en œuvre, mais la particularité de la SIAP, c'est d'aller au portage d'activités. Et dans un premier temps, c'est un accompagnement financier, de façon à ce qu'un candidat à l'installation, il arrive avec il a les codes, on lui donne les codes du monde agricole, mais il a les atouts économiques d'un fils de paysan. Moi, je dis assez souvent, quand moi j'ai pris ma retraite, j'étais en conventionnel, je vendais 1500 litres de lait le jour où je suis parti en retraite. Le lendemain, quand mon fils est devenu le chef d'exploitation, il vendait 1500 litres de lait. L'outil était en place et ça, c'est une force économique. Tandis qu'un porteur de projet qui débarque sur un territoire, il va commencer par être obligé de mettre en place son activité de production. Il va commencer par dépenser et de l'argent et de l'énergie et il va mettre 8, 10 mois, 1 an, 2 ans à trouver sa place dans le territoire et sur les marchés. Et donc, notre dispositif de portage, par le biais de la coopérative, il permet de passer cette phase-là dans les meilleures conditions économiques possibles. Parce que c'est nous qui contractualisons au niveau du bail, c'est nous qui achetons le tunnel, c'est nous qui achetons les plants et les semences, c'est nous qui achetons le cheptel de chèvres ou de brebis ou de vaches laitières, c'est nous qui accompagnons, qui investissons dans la laiterie pour faire du fromage. Et en fait, quelque part, on développe ce qui pourrait correspondre à un espace test temporaire. Alors pour l'instant, on y met 40 000 €, mais le porteur de projet, lui, pendant cette période-là, il peut être stagiaire de la formation professionnelle et donc activer ses droits sociaux, droits au chômage ou droits à la création d'entreprise, enfin les divers droits. Et il met en œuvre son exploitation, il a des paysans référents qui l'accompagnent, qui le conseillent, et il a un groupe d'appui local qui va au-delà de l'agriculture, qui est aussi des gens qui l'accueillent et qui sont favorables à son installation sur le territoire. Et pour l'instant, c'est du portage temporaire, et donc pendant 1 an, 2 ans, il met en place son activité. Et le jour où il a mis en œuvre sa production, eh bien là, il va voir une banque, s'il en a envie. Il y en a qui n'ont pas envie de passer par cette phase-là, mais
il est accueilli comme un fils de paysan parce qu'il a une expérience, il est présent sur le marché, la banque ou les gens autour le connaissent et le lendemain de son installation, il n'a pas à attendre des recettes, il a un produit à vendre. Merci beaucoup Patrick pour cette présentation des SIAP. Je ne sais pas si tout le monde connaissait cette forme qui est une forme récente et vraiment, je trouve extrêmement intéressante, inspirée donc des coopératives d'activité d'emploi comme ça a été présenté, qui permettent un peu la montée en charge de l'activité d'installation.